Je me souviens encore du poids de l'enveloppe dans ma main. Elle n'était pas lourde, mais j'avais l'impression qu'elle me tirait tout entière vers le bas, comme si le simple fait de la tenir rendait l'air autour de moi plus épais, plus difficile à respirer. J'ai levé les yeux vers ma mère, Carla. Les bras croisés, avec ce même petit sourire en coin qu'elle arborait toujours quand elle pensait avoir fait quelque chose d'intelligent. Derrière elle, Ryan, mon frère, était déjà à mi-chemin de l'allée, en train de faire vrombir le moteur de sa toute nouvelle BMW. Son cadeau d'anniversaire. Son deuxième, en fait, puisque le premier n'était apparemment pas de la bonne couleur. Et moi? J'avais 18 ans ce jour-là. L'âge symbolique. Le jour où l'on entre officiellement dans l'âge adulte. Je ne m'attendais pas à des ballons, ni à un gâteau, ni même à une carte. J'ai appris à ne plus me faire d'illusions avec ma famille. Mais une minuscule partie de moi, une petite étincelle pathétique nichée au fond, espérait encore quelque chose, un mot gentil, une étreinte, un signe que j'avais peut-être un peu d'importance. À la place, j'ai reçu un billet de bus aller simple pour Phoenix. Ma mère me l'a tendu comme si c'était un ticket d'or vers une vie de rêve. « Tu es majeur maintenant », a-t-elle dit. « Il est temps de tracer ta propre route. » J'ai fixé le morceau de papier. Le bus devait partir le lendemain matin. Pas de retour. Pas de mots. Juste un billet. Mes mains tremblaient en le serrant, pas de peur exactement, mais d'un mélange esséurant de honte et d'incrédulité. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal aux oreilles. Je ne savais pas si j'allais pleurer ou hurler, ou les deux. Mais je n'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai relevé les yeux, cette fois lentement. Son expression n'avait pas changé. Les bras toujours croisés, les lèvres toujours retroussées dans ce sourire satisfait et condescendant. Elle était fière d'elle. Ryan est repassé devant la porte d'entrée et a croisé mon regard. Il n'a même pas essayé de cacher son sourire. « T'as pas l'air si surprise », a-t-il ri. « Au moins t'as eu quelque chose. » J'ai ouvert la bouche. Puis refermé. Que aurais-je pu dire? Que j'avais passé la dernière année à travailler tard en ligne pour économiser quelques centaines de dollars? Que j'avais postulé en cachette dans des collèges communautaires parce que je savais qu'ils ne m'aideraient pas? Que j'avais eu des anniversaires où ils avaient carrément oublié que j'existais? Alors j'ai simplement hoché la tête. Je ne sais pas pourquoi. Par instinct, peut-être. Ou par peur. Ou peut-être parce que je ne voulais pas leur offrir le plaisir de me voir craquer. Merci, ai-je dit doucement. Ma voix n'a pas tremblé. C'était la seule victoire que j'avais à ce moment-là. Carla a haussé les sourcils. Tu devrais être reconnaissante d'avoir au moins ça. Reconnaissante. Ce mot est tombé dans ma poitrine comme une pierre. J'étais censée être reconnaissante d'être jetée dehors comme un sac poubelle posé au bord du trottoir? Je me suis retournée et j'ai monté les escaliers. Mes jambes bougeaient comme en pilote automatique. Ma chambre, celle où j'avais grandi, semblait soudain plus petite. Plus froide. Les posters au mur me paraissaient enfantins. La literie que j'avais choisie 2 ans plus tôt avait l'air bon marché. Je me suis assise au bord du lit, le billet toujours en main. Le silence était assourdissant. Le seul son que j'entendais, c'était le tic-tac de l'horloge sur ma table de chevet. Tic. Tac. Tic. Comme si elle comptait les secondes avant que je ne disparaisse. J'ai fixé le mur pendant ce qui m'a semblé une éternité. Mon esprit tournait à 100 à l'heure, et pourtant il était engourdi. Est-ce que j'étais en colère? Blessée? Soulagée? Peut-être tout à la fois. Ou peut-être, juste épuisée. Parce que dans ce silence, quelque chose en moi s'est rompu. Pas violemment, plutôt comme un fil qui finit par céder. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas pleurer. J'allais partir. Et il ne me verrait plus jamais de la même façon. Le lendemain matin, j'ai regardé le soleil se lever à travers les stores cassés de ma chambre, si je pouvais encore l'appeler ainsi. La lumière dessinait des rayures dorées sur le sol, totalement en décalage avec ce que je ressentais à l'intérieur. Je n'avais pas dormi. Pas une minute. Ma valise attendait près de la porte, déjà fermée depuis des heures, remplie du strict nécessaire, quelques vêtements, mon carnet de croquis,
et le journal que je cachais derrière ma commode. C'était étrange de me sentir aussi calme. Comme si le chagrin avait déjà tout brûlé pendant la nuit et qu'il ne restait plus que de la lucidité. Il n'y a pas eu d'au revoir théâtral. Pas de « tu vas me manquer ». Personne n'est venu voir si j'étais partie. Je suis descendue les escaliers en silence. Carla était assise au comptoir de la cuisine, faisant défiler son téléphone d'un air distrait et sirotant un café noir comme si c'était juste un mardi comme les autres. Elle ne leva même pas les yeux. Le bus part à 10h, marmonna-t-elle. Je sais, répondis-je. Toujours aucun regard. J'imagine que me regarder aurait rendu les choses trop réelles. David, mon père, n'était même pas là. Il était parti au travailler, comme toujours quand la situation devenait inconfortable. C'était sa spécialité. Disparaître pendant l'orage. Réapparaître quand le soleil revenait. Je lui en voulais, avant. Maintenant, je l'acceptais. Et Ryan? Il était dehors, en train de faire briller sa BMW dans l'allée. La même voiture qu'il lui avait offerte en surprise 2 ans plus tôt, siège en cuir rouge, jantes personnalisées, tout le package. Je me souvenais de leur rire ce jour-là. De Carla, en larmes de joie, filmant Ryan pendant qu'il faisait rugir le moteur. Je ne crois pas l'avoir jamais vu pleurer pour moi. Pas quand je gagnais des prix à l'école. Pas quand je rentrais en pleurs parce que Ryan avait dit à ses amis de se moquer de moi à la cantine. Pas même quand je me suis cassé le poignet à 11 ans en tombant de mon vélo et que j'ai marché seule jusqu'aux urgences. Carla a toujours su se détacher. Elle appelait ça de « l'amour dur ». Moi, j'appelais ça de l'absence. Grandir dans cette maison, c'était comme être un fantôme qui n'était pas encore mort. J'existais en arrière-plan, silencieux, obéissant, facile à ignorer. Ryan était le centre de tout. Bruyant, charismatique, athlétique. Il ne demandait jamais la permission. Il prenait de la place. Et eux le laissaient faire. L'admiraient, même. Et moi? Je me faisais petit. Je suis devenu expert pour lire l'ambiance, éviter les humeurs de Carla, cacher mes secrets à Ryan. Bon à sourire quand j'avais envie de hurler. Bon à écouter alors que personne ne me demandait jamais comment j'allais. Bon à faire semblant que ça ne me blessait pas quand ils oubliaient que j'étais dans la pièce. Mais je n'étais pas aveugle. Je voyais la façon dont Carla regardait Ryan, comme s'il était la preuve qu'elle avait réussi quelque chose. Et la façon dont elle me regardait, moi, comme un problème qu'elle n'avait pas encore su résoudre. Parfois, je me demandais si je ne lui rappelais pas quelque chose qu'elle détestait en elle-même. Ou peut-être que j'étais juste trop silencieux pour compter. La vérité, c'est que j'avais cessé de chercher leur approbation bien avant cet anniversaire-là. Je mettais de l'argent de côté, gagné grâce à des petits boulots d'art freelance, sur un compte secret. J'avais postulé à des cours en ligne. J'avais même commencé à me créer un réseau à travers quelques contrats. Je ne restais pas là à attendre qu'on vienne me sauver. Je savais que ça n'arriverait pas. Mais je voulais encore quelque chose de... Peut-être pas de l'amour. Mais de la reconnaissance. Qu'ils admettent que j'existais. Que je comptais. Que je n'étais pas qu'une ombre dans la lumière de Ryan. Je ne l'ai pas eu. À la place, j'ai eu un billet de bus. Et le silence. Alors je suis partie. Sans drame. Sans discours. Juste une grande inspiration, et un dernier regard vers la maison que j'appelais autrefois, chez moi. Et quand le bus s'est éloigné du trottoir, une voix intérieure m'a soufflé. Cette fois, c'est ton tour. Le car Greyhound sentait le vieux cuir et le café. Je me suis installée près de la fenêtre, serrant mon sac contre moi, en prétendant être ailleurs, quelqu'un d'autre. Le billet était froissé dans la poche de mon sweat, mais je n'avais pas besoin de le regarder. Phoenix. Une ville que je n'avais jamais vue. Un avenir que je n'étais pas sûre d'être prêt à affronter. Mais un avenir que j'allais embrasser, parce que je n'avais plus rien à perdre. Je n'ai pas pleuré. Pas dans le bus. Pas quand la silhouette de la ville est apparue au loin. Pas même quand je suis descendue, sans personne pour m'attendre. Mais je mentirais si je disais que ça ne faisait pas mal. Il y a cette douleur qui vient quand on comprend que sa famille n'a jamais voulu vraiment vous connaître.
Ce n'est pas une douleur vive. C'est une douleur sourde et constante, comme un bleu qu'on oublie jusqu'à ce que quelqu'un appuie dessus. Elle se réveillait chaque fois que je voyais quelqu'un de mon âge être enlacé par ses parents. Ou passer un appel vidéo avec sa mère. Je faisais défiler les photos de familles heureuses en ligne et je me demandais ce que ça faisait, d'être choisi. D'être gardé. J'ai loué une petite chambre au-dessus d'une boulangerie. La propriétaire, une femme gentille nommée Ruth, ne m'a posé presque aucune question quand je lui ai payé 2 semaines d'avance. Je n'avais pas grand-chose. Mais j'avais assez, grâce à quelques commandes de design que j'avais obtenues en ligne, logos, flyers, pochettes d'albums. Ce n'était pas glamour, mais ça me permettait de tenir. Et puis, il y a eu Marie-Anne. Elle avait été l'une de mes clientes en freelance, une entrepreneuse basée à Phoenix qui aimait ma rigueur et disait que j'avais une vieille âme. Quand je lui ai écrit, lui expliquant ma situation, elle m'a répondu en quelques minutes. Rendez-vous demain, 10 heures. Mon bureau. Porte la confiance avec toi. Alors je l'ai fait. Marie-Anne était tout ce que Carla n'était pas, chaleureuse, directe, vive. Elle ne me ménageait pas. Mais elle me voyait. Vraiment. En une semaine, elle m'avait intégrée à temps partiel dans l'équipe de communication de sa start-up. Elle avait même demandé à l'un de ses chauffeurs de venir me chercher pour les réunions, jusqu'à ce que je puisse me payer mes propres trajets. C'était irréel, comme si quelqu'un avait enfin ouvert la porte sur laquelle je frappais depuis toujours. Le samedi est arrivé plus vite que prévu. La limousine s'est arrêtée pile à l'heure, brillante comme sortie d'un rêve. Le chauffeur, un homme doux nommé Léo, m'a ouvert la porte avec un signe de tête poli. En montant, mes nerfs ont failli prendre le dessus. Mais j'ai regardé mon reflet dans la vitre teintée. Je n'avais pas l'air effrayé. J'avais l'air prêt. Le trajet m'a semblé à la fois trop long et trop court. Mon ancien quartier d'enfance n'avait pas changé, les mêmes trottoirs fissurés, les mêmes émals taillés. La maison se dressait là, comme un monument à chaque moment où je m'étais senti insignifiant. Mais je ne l'étais plus. Léo a ouvert la porte, et je suis descendue. J'ai entendu les murmures avant même d'atteindre le perron. Des voisins qui jetaient un œil derrière leur store. La voix de Ryan à l'intérieur. C'est une limo, ça? Je toquai à la porte. Carla ouvrit la porte, et pour la première fois de ma vie, elle sembla réellement stupéfaite. Ses bras n'étaient pas croisés. Sa bouche était entr'ouverte, comme si elle ne savait plus quel rôle jouer, quel script suivre. Je souris. Tu as dit que le dîner était à 19 heures. Elle cligna des yeux. Tu as l'air différente. Je le suis, répondis-je simplement. À l'intérieur, Ryan était assis à la table, la fourchette figée à mi-chemin entre son assiette et sa bouche. Mon père leva les yeux de son journal, les sourcils légèrement haussés. Pendant quelques secondes, personne ne dit un mot. Je suis entrée et me suis installée à la table comme si j'avais parfaitement le droit d'y être, parce que je l'avais. Je ne fanfaronnais pas. Je ne faisais pas de grands discours. J'étais juste là, entière, enfin présente, et j'ai laissé le silence parler à ma place. Le dîner fut maladroit. Carla posa quelques questions rigides sur Phoenix. Ryan fit une blague à moitié ratée sur les limousines. Mon père se racla souvent la gorge, sans dire grand-chose. Je répondis calmement, clairement. Je leur dis que je travaillais avec une start-up. Que j'avais trouvé un logement. Que je construisais quelque chose, toute seule. Personne ne me félicita. Personne ne s'excusa. Je ne m'y attendais pas. Mais quelque chose avait changé. Je le vis dans les yeux de Carla quand je mentionnais le nom de Marie-Anne. Je le vis dans le silence de Ryan quand je dis que j'avais mes propres projets maintenant. Et je le ressentis en moi, cette vérité tranquille et inébranlable. Il m'avait sous-estimé. Quand le dîner se termina, je me levai. Merci pour le repas, dis-je. Carla ouvrit la bouche, comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Ryan détourna le regard. Mon père m'adressa un signe de tête, juste un signe de tête, mais ce fut sans doute ce qui se rapprochait le plus d'une reconnaissance venant de lui. Léo m'attendait dehors. En remontant dans la voiture, je ne me retournai pas.
Le trajet de retour fut silencieux. Paisible. Je regardais par la fenêtre, les lumières de la ville défilant en traînées floues. Je ne pensais plus à ce que j'avais perdu. Je pensais à tout ce que j'étais en train de construire. Ce soir-là, dans ma petite chambre au-dessus de la boulangerie, j'ai allumé une petite bougie que Ruth m'avait donnée. Pour les nouveaux départs, avait-elle dit en me faisant un clin d'œil. Et j'ai écrit. Pas pour eux. Pas à eux. Pour moi. Pour la fille qui, un jour, était assise au bord de son lit, billet en main, le cœur en miettes. Pour la jeune femme qui n'avait rien d'autre qu'un carnet de croquis et un rêve. Pour la personne que je devenais encore. Pas effacée. Pas oubliée. Enfin vue. Enfin libre.